Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je remercie évidemment les organisateurs de ce colloque virtuel de m'avoir invité pour évidemment traiter d'une question très très vaste, considérant évidemment les différentes situations qu'ont pu vivre les enfants mineurs dans cette situation de Covid. Qui a démarré, il faut juste le rappeler, au mois de mars 2020. Donc finalement, sur ce temps relativement long, quelles sont les observations, mais aussi quelles sont un petit peu les leçons que nous pouvons tirer, que les professionnels de la petite enfance, les travailleurs sociaux, les éducateurs, mais aussi tous les membres de la justice, de la santé ont pu observer concernant les enfants et aussi évidemment les parents, l'environnement et les professionnels. Il y a un point qui est un paradoxe, enfin il y en a plusieurs paradoxes sur cette thématique des enfants mineurs face aux normes mises en place suite à cette pandémie, c'est que de fait, c'est historiquement la première pandémie dans le monde où les enfants ne sont pas directement au niveau médical victimes. Ils sont évidemment porteurs, ils peuvent être aussi plus ou moins, on va dire, dans une certaine faiblesse physique, mais ils ne sont pas directement, je dirais, atteints par cette maladie. Dans tous les cas, ils sont pas pris en charge par les services médicaux, par les hospitalisations, que ce soit les enfants ou même les jeunes. Et donc c'est un changement très important par rapport à d'autres épidémies comme le typhus, la peste, la tuberculose, qui ont causé la mort de beaucoup d'enfants. Alors, on peut dire à partir de ce premier paradoxe, c'est que si les enfants n'ont pas été atteints au niveau médical, ils ont été nécessairement atteints par, on va dire, les causes sociales, psychiques, liées à d'autres éléments que des éléments médicaux, c'est-à-dire l'enfermement, le confinement, l'absence de relations, je dirais, ouvertes. Hein, je pense au personnel qui était dans l'obligation de porter des masques, de relations ouvertes avec des adultes, avec des éducateurs, mais aussi à la distance qui a pu s'installer entre des services sociaux et puis des personnes accompagnées, des familles et des enfants accompagnés par ces travailleurs sociaux. Dans ce contexte, on a quelques éléments aussi historiques qu'il faudrait reprendre. Et là, je me réfère évidemment à un certain nombre de réflexions de Boris Cyrulnik, parce que souvent les gens utilisaient le terme de guerre concernant cette pandémie. Oui, c'était une guerre, ça a été une guerre dans le sens scientifique, médical. Il a fallu s'organiser, mobiliser beaucoup de moyens à tous les niveaux, être en état d'alerte maximale, notamment dans les hôpitaux, les services d'urgence. Mais Boris Cyrulnik signale aussi qu'en fait, ce traumatisme de l'épidémie peut aussi produire une adaptation, c'est-à-dire comment les enfants, comment les adultes se sont adaptés à cette situation. Alors on va dire plus ou moins bien, donc ça c'est un élément extrêmement important qu'on recueille dans un certain nombre d'études, d'enquêtes qui ont été réalisées, notamment concernant la scolarité des enfants, puisqu'à partir du moment où il y a eu une rupture, je dirais, spatiale de la scolarité, les parents ont pris le relais. Et dans toutes les enquêtes sur le travail scolaire, qu'il faut évidemment nuancer, il apparaît que les parents sont plutôt satisfaits
du contact maintenu avec les enseignants. En tout cas, le contact n'a pas été rompu. Il faut dire aussi que les enseignants ont déployé une énergie considérable, comme d'ailleurs tous les autres professionnels liés à l'enfance, pour rester en contact, parce que il était bien signalé qu'il y avait là une difficulté majeure à surmonter. C'est le fait que l'enfant n'était plus dans une socialisation, on va dire, habituelle, et aussi que le travail scolaire s'est plutôt bien passé. Alors, petite indication intéressante dans l'enquête, il apparaît que c'est à 92% dans l'environnement de l'enfance, la mère qui aide l'enfant. Par contre, le père, lui, est à 60%. Voilà, donc là, on a en quelque sorte un petit peu une reproduction de ce qui se passe dans les familles, qui est extrêmement intéressant. Bien sûr, il y a une nuance à tout cela, c'est que les enfants, ils avaient en moyenne pas plus de 3 heures de cours par jour, et que un cinquième des enfants et des parents éprouvaient évidemment des difficultés à pouvoir suivre cette situation. Alors, on peut donc déterminer à partir de là un certain nombre de difficultés vécues par les familles, de conséquences du confinement sur la santé psychique des familles, des enfants et des parents et au-delà. Et on peut dire que c'est le deuxième paradoxe, je dirais. Le premier, c'est que la pandémie n'a pas atteint les enfants en termes de mortalité, en termes d'atteinte à la santé. Voilà, je le rappelle. Le deuxième paradoxe, c'est que le confinement était dans tous les cas une protection nécessaire. On ne pouvait pas faire autrement. Alors cela, bien sûr, pour les juristes, mais pas que pour les juristes, en tout cas pour ceux qui travaillent sur la question des droits de l'enfant au sens large et des droits humains, cela pose évidemment la question de l'atteinte aux libertés de déplacement d'abord, aux libertés d'avoir des activités, des activités libres, mais en même temps une atteinte en quelque sorte à une manière de vivre qui était bien ancrée dans la population concernée par la pandémie, c'est-à-dire cette liberté, cette mobilité de déplacement possible. Donc ce confinement, de manière paradoxale, crée cette nécessité de se protéger, mais en même temps, il peut bien sûr être une agression pour les personnes et si vous voulez, une atteinte au développement psychique, physique. Et y compris matériel, je dirais, des enfants et de leurs parents. Le troisième paradoxe dans cette pandémie, dans ce Covid, et ce qu'il a pu mettre en cause comme équilibre chez l'enfant et le jeune, c'est le fait que il a aussi permis, que ça soit dans les familles, mais aussi dans les lieux d'accueil des enfants, notamment de la petite enfance, mettre en place de nouveaux rituels ou alors de réactiver des rituels, des modes de vie qui n'étaient pas jusque-là nécessairement, je dirais, mis en avant. L'attention s'est reportée sur les enfants, avec évidemment deux conséquences. Pour ceux qui je dirais, étaient en disponibilité, peut-être une découverte, une redécouverte de la vie familiale, des activités en famille, etc. Pour ceux qui étaient plus en difficulté, pour ceux qui étaient plus vulnérables, en quelque sorte, au sens psychique, mais au sens aussi juridique de la vulnérabilité liée
à l'absence ou au déficit plutôt de protection de l'enfant. C'est là, si vous voulez, où je voulais en venir dans cette présentation. C'est bien, je dirais, c'est bien aujourd'hui ce qui inquiète le plus, c'est bien le fait que l'enfant, niveau de la santé, il n'était pas en danger, il n'est pas en danger, mais les conséquences sociales, psychiques sont évidemment importantes. Plus, je dirais, on se rapproche des milieux déjà eux-mêmes vulnérables ou en difficulté liées à des raisons économiques, à des raisons spatiales aussi. Hein. Ce n'est pas pareil d'être à 5 dans une grande maison de 120 mètres carrés qu'à 5 dans un appartement de 50 mètres carrés, ou voilà, entre l'espace disponible, l'espace restreint, l'espace où on se retrouve plutôt les uns sur les autres, n'est pas le même quand on a un espace de respiration. Donc c'est là peut-être que mon propos aujourd'hui doit nous rendre extrêmement vigilants. Il y a eu comme ça, nous le voyons dans les rapports ou dans les entretiens que nous avons avec des travailleurs sociaux ou des professionnels de la petite enfance, un certain nombre de situations inquiétantes. Je pense notamment aux enfants séparés de l'un de leurs parents, pour des raisons d'exercice du droit de visite. Je pense aussi à des enfants placés en institution, qui se sont retrouvés, si vous voulez, séparés de leurs parents et donc en difficulté de relation. Je pense aussi évidemment à tous ceux qui sont séparés par les frontières. Et là, c'est un élément important qu'il ne faut pas négliger aujourd'hui. C'est, je dirais, une des conséquences notables de cette pandémie, c'est l'arrêt ou la difficulté de maintenir des liens familiaux au-delà du cercle restreint de la famille telle qu'elle est. Voilà. Donc ces éléments-là m'ont fait réfléchir sur un certain nombre d'épreuves. On peut dire qu'à partir de là, l'enfant, il vit une épreuve physique, c'est celle du confinement, mais évidemment, au regard des droits des enfants, ça peut être voilà, une épreuve concernant le fait de courir, de jouer, d'aller se promener, d'aller faire du sport. C'est aussi une épreuve affective, c'est celle qui est liée à la séparation, à l'absence du contact physique. Ça, c'est un élément extrêmement important. Le fait qu'on ne se fait plus la bise, le fait qu'on est à distance, en quelque sorte, est très perturbant. Évidemment, selon les pays et selon les cultures, bien sûr. Mais c'est clair que le fait de ne pas pouvoir serrer ses grands-parents dans les bras ou d'aller dans les bras d'une personne qu'on aime bien, voilà, c'est un élément qui aujourd'hui peut perturber un enfant, pas un enfant d'ailleurs, ou un jeune, ou en tout cas le mettre en difficulté dans, je dirais, son équilibre affectif. Et il y a l'épreuve matérielle. L'épreuve matérielle, elle a été liée pour beaucoup de familles à une perte de revenus, à une, je dirais, à une absence de sécurité matérielle, au fait qu'il y a bien des familles qui se sont retrouvées extrêmement démunies. Je pense aussi aux jeunes étudiants et les pertes qu'ils ont eues concernant des petits jobs, des emplois. Voilà, toutes ces épreuves-là ont évidemment des conséquences sur le droit, les droits des enfants et des jeunes, mais aussi sur l'épreuve juridique dans lesquelles ils peuvent être placés, juridique ou administrative. Et je pense là notamment à la difficulté qu'il y a eu à poursuivre des suivis d'assistance
éducative en milieu ouvert, à ce que les juges puissent continuer à faire leur travail et les éducateurs dans des bonnes conditions. Donc tout cela a mis en difficulté toute une série d'accompagnements éducatifs, juridiques, qui vont avoir peut-être des conséquences sur le parcours d'enfants et de jeunes. Cette vulnérabilité, évidemment, touche aussi les enfants placés. Et là, il y a eu vraiment un gros travail de fait dans les établissements afin de pouvoir maintenir ce lien avec les familles et à pouvoir aussi le développer. Et le troisième paradoxe, alors le premier, je le rappelle, c'est que cette pandémie ne touche pas les enfants. Le deuxième, c'est que c'était une nécessité, donc voilà, il fallait la surmonter et trouver les forces en soi. Et le troisième paradoxe, c'est que cette pandémie a en quelque sorte rendu plus visible un certain nombre on va dire, de problématiques, donc auxquelles on n'avait pas nécessairement, sur lesquelles il n'y avait pas nécessairement de focus, de projecteur. Et si vous avez suivi comme moi l'actualité, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de reportages de comment les familles vivaient autrement. On a pu aussi travailler avec des équipes éducatives qui ont dit, eh bien, dans les structures d'accueil, il a fallu revoir notre mode de fonctionnement, notre pédagogie, notre accueil aussi, prendre sûrement beaucoup plus de temps pour expliquer, pour reprendre les règles de base de la vie quotidienne, de l'hygiène aussi. Donc vous voyez, c'est un troisième paradoxe qui est assez, je dirais, qui, de mon point de vue, devrait, si nous poursuivions sur cette lancée, de rester attentif aux conditions de vie éducative, sociale et culturelle des enfants, devrait nous permettre, je dirais, d'améliorer les conditions de vie de l'enfant. Et nécessairement de nous attacher à ce qu'il soit moins vulnérable à certaines situations. Je vous donne un petit exemple de la vie quotidienne dans une crèche où une psychologue disait du fait qu'il a fallu enlever beaucoup de jouets, enfin parce qu'il fallait les nettoyer, etc. Les enfants, ils ont retrouvé une motricité, une mobilité. Voilà, il a fallu être avec eux différemment. Voilà. Donc, on se rend compte là aussi que l'accumulation d'objets autour d'enfants, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il ne faut pas aussi primer la relation créative, le contact, je dirais, le contact plus direct par la parole, par l'explication aussi, et par le partage de ce qu'on est en train de ressentir et de vivre. Donc cette question de la vulnérabilité, je dois vous dire, ça va peut-être un petit peu vous étonner, qu'elle ne m'inquiète pas réellement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur qui dirait que les enfants et les jeunes ont été plus en danger, qu'il y aurait eu plus de signalements d'enfants en danger, qu'il y aurait eu plus d'enfants perturbés. Par contre, les enfants comme les adultes sont tous passés par les mêmes épreuves, et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que ça veut dire que c'est des épreuves communes, c'est des épreuves collectives, c'est des épreuves qui peuvent se surmonter ensemble, et non pas séparément. Et dans cette problématique de la vulnérabilité, il faudrait alors du coup mieux travailler ce qui fait aujourd'hui lien entre les enfants et la société. Voilà, c'est comme
une interrogation de fond, une interrogation qui n'est pas seulement juridique. Évidemment, sur la protection de l'enfant, il y a encore beaucoup à faire. Sur les droits de l'enfant aussi, il y a beaucoup à faire. Mais le fait qu'aujourd'hui, on ait pu s'interroger dans toutes les instances, parce qu'il y a eu énormément d'engagement, je pense à la CNAF, aux associations qui se sont beaucoup engagées, à l'État, il y a eu beaucoup de dispositifs qui se sont mis en place, de numéros verts, de soutien à la parentalité, de soutien aux parents, de soutien aux enseignants. Voilà, le mot soutien, je dirais, est en quelque sorte le maître mot de cette pandémie, comment soutenir encore plus et encore mieux. Voilà. Donc je pense que cette période-là de notre société, de notre vie en commun, en quelque sorte, doit nous faire réfléchir, d'une part, sur comment, face à des épreuves collectives, les surmonter collectivement, ne pas tomber dans des processus de victimisation. Il y a eu des moments pendant cette période où on savait pas très bien vers où on allait. Je veux dire, on était un petit peu perdu. Tout le monde était perdu, y compris les adultes, et y compris dans, je dirais, des annonces qui, je dirais, étaient assez incompréhensibles. Une fois il faut le masque, une fois il faut pas le masque, une fois il faut ci, une fois il faut ça. Bon voilà, les gens étaient relativement perdus jusqu'au moment où on a trouvé, je pense, un premier équilibre qu'il faut maintenant, je dirais, consolider, qui est de dire que ce n'est que collectivement, dans un processus, je dirais, de partage et de respect de l'autre, qu'on peut sortir de ce type de situations qui sont évidemment très lourdes à gérer, qui coûtent évidemment beaucoup d'argent à l'État, mais qui aussi peut mettre à mis en danger un certain nombre de familles, puisqu'on sait très bien que les inégalités sociales ont augmenté et qu'il nous faut maintenant non pas seulement parler, je dirais, d'une pandémie médicale, mais bien d'une pandémie sociale, avec toute l'appétence, avec tout le désir qu'ont les uns et les autres d'aller de l'avant et de construire avec les enfants et les jeunes une société, je dirais, faite de liens et faite surtout de solidarité. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie évidemment d'avoir pu le faire, et puis je suis à votre disposition s'il y a ultérieurement des questions ou des échanges. Voilà. À très bientôt. Au revoir.